Et on va accueillir Bertrand Slick, donc, qui va nous présenter, parler d'hépatite B au quotidien, des cas pratiques. Oui, merci. Ce sujet, simplement parce que au webstaff du CREG, la première cause les premières questions qui reviennent le plus souvent, c'est des dossiers d'hépatite B et d'hépatite delta. On constate ça à chaque webstaff. C'est la première cause de demande d'avis collégial. Donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon des questions qui se posent souvent dans ce contexte-là, en consultation. En rappelant juste une petite chose, les pays de forte endémicité, sur ces travaux relativement récents, montre une baisse de prévalence progressive du portage de l'antigène HBS, et des pays de faible endémicité comme le nôtre, la prévalence baisse aussi un petit peu, mais elle reste plutôt élevée, voire en augmentation dans certaines sous-populations, puisqu'on a le problème des migrations de population. Et sur cette enquête épidémiologique récente de l'INVS, on voit que la prévalence chez les donneurs de sang de la découverte d'antigène HBS reste significative dans un petit peu toutes les tranches d'âge, contrairement au virus C, et que les facteurs de risque qu'on retrouve à chaque fois sur des interrogatoires, ça reste vraiment principalement, comme vous le voyez en haut, le fait de provenir d'une région d'endémicité élevée. Donc, les trois thèmes qu'on va essayer de brosser rapidement, c'est l'âge, la patiente qui est en âge de procréer, donc qui est enceinte, l'hépatite B et les traitements immunosuppresseurs, problème assez fréquent aussi, et puis tous les problèmes plus médicaux, administrato-juridiques concernant l'hépatite B et la vie professionnelle, notamment dans le milieu évidemment des professions de santé. Donc, il y a plein de situations différentes pour la femme enceinte. C'est d'abord, avant, c'est le projet de grossesse éventuellement chez quelqu'un qui a une hépatite B. Ensuite, c'est le problème de la découverte d'un antigène HBS chez la femme enceinte. Le comportement qu'on doit avoir quand une infection virale est connue et qu'une grossesse survient. Je vous dirai un mot sur la PMA. Tout est guidé par ce très fort risque de transmission mère-enfant qui n'est plus à démontrer, hein, ça a été très étudié dans les années 80, montrant que principalement le risque est particulièrement élevé lorsque la mère est antigène HBE positif, donc ce n'est pas des situations qui sont les plus courantes en France, mais avec les problèmes des migrations, on le voit régulièrement. Et l'autre facteur important, c'est la présence d'une virémie élevée. Et là, dans ces deux cas-là, le risque de transmission est nettement augmenté. La situation de la patiente qui est antigène HBE négatif et qui a une charge virale pas trop élevée, le problème reste, vous voyez, 5 à 30%, mais un petit peu moins importante. Et le problème secondaire principal, c'est que quand il y a une transmission, le passage à la chronicité chez l'enfant est extrêmement important, notamment quand c'est une mère antigène HBE positif, puisque l'antigène HBE se comporte un peu comme une protéine immunorégulatrice, et c'est l'antigène HBE qui favorise l'immunotolérance finalement et l'absence d'élimination du virus. On a 2 à 5% dans les études asiatiques de possibilité de transmission in utero et non pas à l'accouchement. Ça, c'est le plus souvent, là encore, des patientes antigènes HBE positifs qui ont des charges virales élevées. Le mécanisme est assez incertain, et puis les traitements préventifs qui avaient pu être réalisés pour ce problème-là n'ont pas montré d'efficacité importante avec des immunoglobulines. Plein de questions des mères qui sont enceintes et qui ont une hépatite ou la découverte d'un virus. D'abord, quel est le risque de cette hépatite ou la présence de ce virus sur la grossesse? Bon, ce risque n'est pas très important quand même, on peut globalement plutôt les rassurer. Il y a des risques un peu augmentés de diabète gestationnel, d'hémorragie antépartum,
et beaucoup moins évident de menaces d'accouchement prématuré. Et là, je voudrais juste profiter de ce point-là pour rappeler, on me le dit à chaque fois, et c'est quand même à rappeler aussi chez la femme enceinte qui ne donne pas l'impression d'être une femme malade, donc que si l'évaluation montre que la patiente est cirrhotique, là, les choses changent totalement, parce que, notamment du fait d'une hypertension portale, l'hypertension portale et la grossesse, ça ne va vraiment pas ensemble. Et il faut gérer cette hypertension portale le plus tôt possible, avant la grossesse si le problème est connu, et avant le dernier trimestre si le problème est découvert pendant la grossesse. Donc prudence vraiment en cas de cirrhose. Qu'est-ce qu'il y a comme effet négatif possible à attendre de la grossesse sur la maladie virale B? Là non plus, pas grand-chose. La principale information qu'on peut donner aux patientes, c'est de vraiment suivre les choses après la grossesse, au moment pour éviter les phénomènes de restauration immunitaire qui peuvent entraîner des hépatites de réactivation. Donc, ce dépistage du fait de la fréquence de la transmission est obligatoire depuis 1992, dépistage de l'antigène HBS au 6e mois de grossesse. Est-ce que ça est bien respecté? C'est pas trop mal. Alors, dans les études qui datent de l'abord du dernier millénaire, du nouveau millénaire, c'était une efficacité qui était à parfaire. Et puis là, on a des données beaucoup plus récentes, publiées l'année dernière, qui montrent qu'on est grosso modo à 97% de dépistage prénatal qui est réalisé. Alors beaucoup mieux en région parisienne, en Île-de-France, que dans le reste des autres régions françaises, peut-être parce qu'il y a une prévalence qui est plus élevée en Île-de-France. Pour éviter une transmission qui peut quand même se faire malgré qui peut se faire de façon importante, il y a la sérovaccination. Je ne reviens pas dessus, juste en vous rappelant quand même que le schéma, c'est de faire chez nous une injection d'immunoglobuline le premier jour de vie et sur un deuxième site d'injection, la première injection du vaccin. Rappel de vaccin à 1 mois, rappel à 6 mois, et on profite de l'examen du 9e mois pour vérifier l'efficacité. Alors, concernant l'efficacité de cette sérovaccination, elle n'est plus à démontrer, comparée évidemment à l'absence de vaccination, mais comparée aussi au vaccin seul ou aux immunoglobulines, ce qui est parfois aussi testé dans certains pays qui n'ont pas les mêmes moyens en matière de politique de santé que le nôtre. Et là encore, on retrouve en principale cause d'échec d'une sérovaccination bien conduite la charge virale élevée. C'est l'énorme problème principal qu'il faut s'attacher à regarder. Quelle est Alors, la plupart des études que je vais vous montrer là sont quasiment toutes asiatiques. Donc on peut toujours se poser la question de ce qui se passe plus précisément chez nous. Là, vous avez un travail sur la droite italien qui montre que sur des bébés correctement sérovaccinés, eh bien, il y a quand même un petit pourcentage d'enfants qui sont positifs à distance. Vous voyez, 3% qui ont des anticorps anti-HBC positifs, un petit peu moins qui ont des anti-HBS positifs, bien sûr. Chez nous, à partir de la même enquête là, de l'année dernière, publiée l'année dernière, mais qui date d'une enquête nationale périnatale 2016, vous voyez que finalement, le principal facteur de risque de ne pas être sérovacciné en France, c'est les femmes qui sont originaires de France. Donc on oublie toujours que chez nous, on pense toujours que chez nous on est de faible endémicité, mais vous voyez, il y a 21% des femmes nées en France qui peuvent échapper à la sérovaccination, alors que si elles sont nées à l'étranger, on y pense plus facilement et ça se produit beaucoup moins souvent. Donc, pour éviter au maximum cette transmission périnatale, y compris donc chez les nouveau-nés qui seront sérovaccinés, eh bien, on constate que, là encore, vous voyez sur ce premier diagramme, la présence d'antigène HBE, qui n'est pas très fréquent en France ou dans toutes les hépatites B qu'on voit au quotidien, mais qui est fréquent chez les migrants, notamment africains. Ça augmente nettement le risque, malgré une sérovaccination, d'avoir une transmission mère-enfant. Et puis la charge virale sur la partie droite, qui est clairement un risque très important si elle dépasse 7 log, 200 000 unités. Les repères sont plus ou moins variables selon les études, mais on peut garder ces deux chiffres-là comme repères pour déclencher un traitement préventif. Le nombre d'études qui montrent que la charge virale et son importance sont liées à la transmission sont plus à démontrer.
C'est simple, en France, on a un seul produit pour ça, c'est le tenofovir, qui est autorisé. On cite toujours la catégorisation de la FDA, qui fait qu'on le préfère à l'entecavir. Il y a un autre produit qui marche, qui est la telbivudine, qui n'est pas disponible en France. Et puis, il y a, dans les cas particuliers, si c'était à discuter, ça ne m'est jamais arrivé, mais la possibilité de faire de la lamivudine avec tous les problèmes que comporte cette prescription, aussi bien pour la mère que pour le virus. Cette efficacité du tenofovir, elle est très importante, puisque vous voyez dans cette étude en dessous, qui est encore chinoise, vous avez un risque de transmission à l'enfant qui est non pas de 10% si on ne le fait pas, mais de 1,54% si les mères sont traitées. Donc significativement, ça démontre sur cette étude prospective multicentrique, qui n'était pas contre contrôle, l'efficacité du tenofovir. Alors, pour appuyer la chose, il y a une grosse méta-analyse qui est sortie l'année dernière, américaine, qui montre que ce tenofovir est clairement efficace pour prévenir la transmission. Ceci sans augmenter le risque de problèmes maternels pendant la grossesse et sans augmenter des problèmes de sécurité chez l'enfant. Donc tout ça répond aux recommandations de l'OMS qui sont donc de prévenir avec du tenofovir la transmission mère-enfant si la charge virale est élevée chez la mère, traitement que l'on débute en général à 32 semaines. C'est une date assez consensuelle qui est notamment liée au fait que le tenofovir va rapidement faire baisser la charge virale et qu'à l'accouchement, on va être relativement tranquille. La question qui est souvent débattue aussi, c'est après l'accouchement, quand est-ce qu'on arrête? Classiquement, c'est 1 mois. L'allaitement, il est autorisé. Si on prend des articles anciens, on peut encore lire que ce n'est pas conseillé, mais c'est clairement autorisé maintenant. Et le but, c'est évidemment d'éviter les hépatites de réactivation après la grossesse, le but de poursuivre un peu le traitement. Pour conclure sur l'aspect grossesse, je vous montre simplement les recommandations de l'EASL. Une patiente sans fibrose avancée qui a un désir de grossesse à court terme, on peut attendre la naissance avant de commencer un traitement, s'il y a une indication. Si on a une grossesse chez une patiente qui a une fibrose avancée, il faut traiter par tenofovir et, si besoin, le maintenir tout au long de la grossesse. Si on a une grossesse chez une patiente qui est déjà traitée par analogue et en particulier par entecavir, on passe au tenofovir pour la grossesse. Et chez toute patiente qui a une charge virale élevée, c'est-à-dire plus de 200 000 unités, ou un antigène HBS quantitatif qui est supérieur à 4 logs, ça c'est une donnée un petit peu plus récente dont on peut parfois se servir, eh bien une prophylaxie par tenofovir au 3e trimestre est indiquée avec le maintien de ce traitement pendant 3 mois après l'accouchement. L'allaitement est autorisé chez les patientes anti-HBS non traitées et également s'il y a un traitement par tenofovir. La PMA. La PMA, c'est compliqué. J'ai même eu du mal à trouver des données actualisées sur la mesure des risques. Vous savez qu'il faut donc, en cas de désir de PMA, il faut faire un dépistage. Il faut que les 2 parents aient un dépistage de moins de 6 mois pour les marqueurs du virus B et qui est poursuivi pendant la PMA, et que si l'antigène HBS est positif ou l'anti-HBC isolément positif, il faut adresser ces patients dans un centre de PMA qui est agréé pour le risque viral et dans lequel il y a toujours au staff un hépatologue qui est maintenu. En fait, malgré les lavages et toutes les techniques de management des prélèvements d'ovocytes ou de spermatozoïdes, il y a toujours un risque d'avoir du virus qui persiste, de l'ADN, qui peut même être parfois déjà intégré au niveau génomique. Et donc un risque à la fois pour le futur bébé, à la fois pour la mère, etc. Au total, quand même, donc ça c'était pour imager ce que j'ai dit, au total quand même, la PMA est rarement contre-indiquée pour une histoire d'infection virale B, elle est rarement repoussée également. Ça permet de dépister des gens en plus, parce que, par exemple, sur une étude publiée il y a quelques années à Paris, le premier virus qui est découvert dans ces dépistages faits pour PMA, donc il n'y a pas eu de grossesse avant, il n'y a jamais eu de dépistage auparavant,
c'est le virus B par rapport aux autres virus. Et la plupart du temps, c'est un virus B qui n'était pas connu. Et c'est aussi bien chez le père que la mère, le futur père que la future mère. Donc le risque présumé est sans doute très faible, mais il n'est probablement pas nul de transmettre le virus B à l'enfant. Il y a la question de l'oncogénicité. Alors c'est une toute petite série potentielle lorsque l'intégration chromosomique du VHB a pu se faire chez l'embryon ou sur une des gamètes. C'est très débattu, mais on a l'impression en lisant tout ça que ce risque théorique existe puisqu'on trouve du virus B dans des tumeurs infantiles, qu'elles soient hépatiques ou des tumeurs solides autres. On trouve parfois du génome du virus B dans la tumeur alors qu'il n'y a pas d'antigène HBS dans le sang. Donc, concernant le traitement et tous les traitements éventuellement préemptifs qu'on peut faire, c'est pareil, il y a des données qui sont parcellaires, et là, c'est ça que je n'ai pas pu retrouver, c'est quelles sont les règles actuellement en France en matière de traitement préemptif chez les parents, chez la mère notamment, s'il y a l'antigène HBS. Hépatite B et traitement immunosuppresseur. Alors, je ne veux pas rentrer dans énormément de détails, juste faire passer quelques messages. Selon le type de traitement immunosuppresseur, on considère qu'il y a des molécules qui sont à haut risque, qui dépassent 10%, à risque intermédiaire, entre 1 et 10, et à faible risque de réactivation du virus. Ça concerne à peu près toutes les molécules qu'on utilise et qu'on classe dans ces molécules qui ont un effet immunosuppresseur, y compris donc toutes nos biothérapies qu'on utilise régulièrement dans toutes les situations. Le gros groupe à risque, c'est vraiment les patients sous rituximab et les patients qui reçoivent une greffe de moelle. Et donc là, il faut systématiquement un traitement préemptif. Donc juste pour appuyer 2-3 messages, je voudrais juste faire passer la notion sur les corticoïdes. Les corticoïdes, qui ne nous impressionnent pas souvent en matière d'immunosuppression, il faut quand même se méfier. Là, vous voyez, c'est un travail encore hongkongais sur des bases de données. Vous voyez que sur la partie rose en bas, on retrouve des cytolyses plus importantes chez les patients qui ont un virus B, même pour de faibles doses de corticoïdes, 40 mg, et même pour des durées courtes. C'est pas donc une forte dose de corticoïdes. Alors, forte dose, c'est supérieur à 40 mg, mais c'est des fortes doses pour les anglo-saxons. Hein. Mais ça ne nous paraît pas des fortes doses en France en général. Mais sans que ce soit forcément des bolus de corticoïdes à 1 gramme, le risque est un peu augmenté d'avoir des poussées de cytolyse chez les patients qui sont porteurs du virus B. Et même pour des durées assez courtes. Et cet autre travail, toujours taïwanais, montre que si on prend des patients qui sont antigènes HBS positifs, qui sont sous corticothérapie pour des pathologies qu'ils ont évidemment gardées comme les plus bénignes, eh bien chez ceux qui n'ont pas eu de traitement préventif, ceux qui ont eu un traitement préventif, il y a zéro problème. Ceux qui n'ont pas eu de traitement préventif, vous voyez les 72 en rouge, eh bien lorsqu'ils ont dans ce travail un traitement d'entretien par corticoïdes, ils sont à risque d'avoir des poussées de transaminase, voire des décompensations d'hépatopathies. Donc là, le traitement d'entretien intervient alors que les injections intraveineuses ont l'air d'être moins problématiques. Donc, corticothérapie et virus B, il faut rester prudent. Concernant le problème des anti-HBC positifs, ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans les dossiers qui sont soumis. Concernant les anti-HBC isolément positifs, cette méta-analyse qui est récente, qui montre que le risque de réactivation sans prophylaxie en bas à gauche est élevé, hein, jusqu'à 10%, avec une mortalité qui n'est pas nulle, et le risque de réactivation avec une prophylaxie est nettement diminué, et sans mortalité. Il y a aussi un risque d'hépatite fulminante, donc il faut vraiment être méfiant. Il ne faut pas hésiter chez les patients anti-HBC positifs à les surveiller. Alors on peut les surveiller de très près s'ils ont des molécules qui sont considérées à faible risque, mais sous rituximab par exemple, il faut absolument les traiter comme s'ils étaient antigènes HBS positifs, puisque s'ils sont antigènes HBS positifs, bien évidemment, il faut les traiter de façon systématique. Le traitement préemptif, quelle durée après? Grosso modo, les recommandations, c'est 12 mois après traitement, et quand on a terminé le traitement préventif, qui sera également du tenofovir ou de l'entecavir en France,
Il faut continuer à les surveiller 12 mois parce qu'on a des hépatites de réactivation après l'arrêt du traitement préventif de ces hépatites. Dans les 12 mois qui suivent, il faut continuer à les surveiller. Et là, c'est ce travail qui est toujours, voilà, on essaie toujours de faire le moins possible. Ce travail qui a été présenté tout récemment, qui montre que si on a des patients qui ont un DNA au début du traitement qui est faible, inférieur à 2000 unités, et qui sont traités 6 ou 12 mois, il n'y a pas de différence entre le risque de réactivation virale s'ils prennent 6 mois au lieu de 12 mois après l'immunosuppression. Donc ça, vraiment, ça ne concerne pas le rituximab. S'ils ont une charge supérieure à 2000, il faut faire attention et probablement faire 12 mois de prévention derrière. Les autres biothérapies, ce travail pour montrer le risque qui est vraiment le plus important à repérer, c'est la séroréversion, c'est-à-dire la réapparition chez des gens qui sont anticorps anti-HBC positifs isolés, la réapparition de l'antigène HBS, qui là peut entraîner une hépatopathie sévère, aiguë. Ce risque de séroréversion n'est pas nul, 5% avec tous ces médicaments, mais en particulier, il est important avec le rituximab. Et vous le voyez en bas, 25% quasiment de séroréversion possible avec le rituximab. En tout cas, les patients perdent leur anticorps. Alors, la partie droite du tableau est faite pour montrer que la présence d'anticorps anti-HBS est importante à regarder. Si l'anti-HBS est plutôt faible, le risque persiste d'avoir une séroréversion. Si l'anti-HBS est plutôt élevé, le risque est moindre. Mais si le patient perd son anti-HBS pendant la biothérapie, là, le risque devient plus important. Je passe sur cette diapo qui était pour montrer, dans le cas particulier du rituximab, que le risque est important, que le risque survient précocement, et que là encore, l'absence d'anticorps anti-HBS ou un risque faible ou un titre faible d'anticorps anti-HBS est augmenté à une augmentation du risque de séroréversion. Donc, chez les patients qui sont sur rituximab, traitement préventif, prophylactique. Les recommandations en guise de conclusion sur l'immunosuppression de l'EASL. Les patients qui doivent recevoir un traitement immunosuppresseur doivent impérativement avoir l'évaluation de leur statut viral B. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est la source de travaux permanents dans tous les congrès. Dans toutes les spécialités qui manipulent ces molécules, eh bien, évidemment, ils ne sont pas hépatologues, donc ils n'ont pas toujours le virus à l'esprit. Donc, il faut vraiment essayer de faire passer les messages. Les patients qui sont anti-HBS positifs, il faut les traiter. Et les patients qui sont anti-HBC isolés, c'est-à-dire antigène HBS négatif avec ou sans anticorps anti-HBS, il faut avoir une prophylaxie la plupart du temps ou les surveiller de très près pour éviter le risque d'augmenter de réactivation. L'hépatite et la vie professionnelle. Votre chirurgien, il vient vous voir parce que, bizarrement, on vient lui diagnostiquer un antigène HBS positif. Alors, vous ne savez pas si ça a été fait avant ou pas, dans le passé, et vous ne savez pas comment il vit, mais il a un antigène HBS positif. Ses transaminases sont à peine augmentées, il est antigène HBE négatif, et anticorps anti-HBE positif, et il a une charge virale qui est plutôt faible, inférieure à 2000. Et ça fait 6 ans qu'il travaille dans la clinique. Il a donc, a priori, sous réserve de vérification de ces éléments sur les mois qui suivent, une infection antigène HBE négative, c'est la dénomination nouvelle actuelle du porteur asymptomatique, du porteur inactif. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez plusieurs possibilités. Alors, vous appelez le directeur et puis il faut le sanctionner immédiatement. Vous pouvez l'adresser au médecin du travail, vous appelez l'ARS pour les prévenir. Vous lui dites qu'il ne faut plus aller au bloc et vous lui dites que ce serait même bien de lui faire une biopsie du foie. Donc ça c'est pour rigoler, mais c'est toujours gênant d'avoir un confrère chirurgien qui vient vous annoncer ça. Hépatite B et vie professionnelle, je ne vous demande pas vos réponses, hein, vous avez vu. Hépatite B et vie professionnelle, l'idée de fond c'est évidemment globalement de protéger le travailleur chez qui on découvre un problème viral B, et donc de le bilanter et de faire ce qu'il faut pour lui, et puis surtout d'éviter la contamination soignant-soigné, qui n'est absolument pas exceptionnelle. Il y a eu des tas de séries dans ce domaine-là qui sont montrées. Tout est dans ce document qu'on peut se procurer, qui est un PDF finalement que j'avais
jamais vraiment regardé, mais qui est très bien fait en fait. Un PDF qu'on peut trouver sur Internet très facilement avec ce qui est marqué en haut, ce qui est marqué en bas. Globalement, pour les gens qui sont étudiants dans les professions paramédicales, il faut être vacciné. Les professionnels doivent être vaccinés, les personnels de laboratoire et les thanatopracteurs. Pour les étudiants, si c'est avant le début de leurs études, ça peut poser problème. Il y a rarement des possibilités de changer les choses. S'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas faire leurs études. Le problème, c'est quand on découvre une hépatite B chez des gens soit qui sont engagés dans leurs études, soit qui en font déjà un métier dans les professions de santé. Ben, en gros, donc pour ce qui est des études, il n'y a pas d'interdiction a priori de les continuer. Il faut évaluer les risques, il faut en parler, il faut discuter avec le médecin du travail ou les médecins je ne sais pas comment on les appelle, les médecins universitaires, là, de la santé universitaire. Ça dépend sur qui on tombe en fait. Moi j'ai eu plusieurs fois des discussions comme ça avec des médecins du travail. Vous avez des espèces d'ayatollahs où on ne peut rien faire, et puis après ça vous avez des gens qui sont très malléables et qui comprennent les situations d'une façon un peu plus globale. Et c'est pareil pour le cas où on découvre une hépatite B chez un professionnel de santé. En dehors de bilanter cette personne-là, on évalue son risque en fonction de son travail, et franchement, les situations les plus à risque, c'est pour les gestes réalisés, ce sont les chirurgiens, les gynécologues et les anesthésistes. Et donc là, dans ces cas-là, on ne se pose pas de questions non plus, quoi. S'il y a le moindre problème, s'il y a la moindre discussion, on propose un traitement systématique qui n'a pas forcément d'indication hépatologique, mais qui au moins va régler le problème, puisqu'on obtient une charge virale négative qui, en général, là, ne permet de continuer sans problème à exercer son métier. Et les recommandations de l'EASL 2017 sur ces aspects-là, les travailleurs, c'est que l'infection virale B seule ne doit pas empêcher les personnes d'étudier ou de pratiquer la chirurgie, la médecine ou les soins dentaires, et que les professionnels de santé qui pratiquent des gestes à risque et qui ont un ADN supérieur à 200, ou tout simplement un ADN présent mesurable, donc 200 c'est très très faible, doivent être traités par analogue pour réduire ce risque, et en général là il n'y a pas de problème particulier. Je crois que j'ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup Bertrand pour cette présentation très complète. J'ai juste un petit commentaire pour le dépistage de l'antigène HBS chez la femme enceinte. Je crois que ça a été avancé au premier trimestre maintenant, c'est bien, ce qui est bien parce que ça permet de se retourner pour effectivement voir la situation au niveau de la réplication virale et puis se coordonner. Ça c'est vraiment le truc parfois le plus compliqué, se coordonner avec l'équipe qui suit la patiente pour la grossesse, en particulier. Quelque chose d'important, c'est les gamma-globulines anti-HBS qu'il faut vraiment commander à l'avance, être sûr qu'elles vont être sur place. Ouais, dans les petites maternités, oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions? On a 5 minutes. Olivier. Très belle présentation, c'était très très clair comme toujours. Juste 2 questions sur les professionnels de santé. Parfois on a les infirmières qui viennent. Est-ce que dès lors qu'il y a des prises de sang, il faut traiter pour pouvoir exercer? La plupart du temps, ça se termine par un traitement. Ça met tout le monde tranquille. Et comme le traitement est bien toléré, efficace, etc., il n'y a plus de questions. Mais infirmière, oui. Après, moi, j'ai des aides-soignantes qui ont un profil vraiment le profil idéal une fois qu'on est infecté, qui est d'être porteur asymptomatique, mais avec des charges tout le temps nulles, quoi, qui ne sont pas traitées. Mais elles sont surveillées. Alors, il faut s'assurer quand même qu'ils soient surveillés, parce que le médecin du travail, lui, il veut quand même une vérification régulière de la charge virale, quand même. Et sinon, c'était pour les traitements préemptifs avec les chimios, quelquefois c'est compliqué parce qu'il doit faire ça, enfin, d'avoir les résultats. Donc, notamment avec le rituximab, est-ce que tu as des données, est-ce que tu penses qu'il y a la place de la lamivudine pour les HBC isolés? C'est-à-dire en rapport efficacité-coût,
Est-ce que tu as vu des données passer? Il y a beaucoup de données asiatiques là-dessus. Hein. La namivudine est utilisée dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de données d'efficacité parce que ça marche vite. Il y a le problème du taux de résistance qui apparaît rapidement avec le temps. Oui, mais sur un HBC isolé. Ah oui, d'accord. Sur un HBC isolé, il y a eu aussi des... HBC isolé. Oui, d'accord. L'anti-HBC isolé, il y a eu des travaux là-dessus, mais je pense que ça doit être certainement tout aussi efficace. Hein. Je ne les ai pas en tête, là, mais il y en a eu. Michel, tu voulais... Oui, il y a Solange qui m'a devancé sur mes questions. Pour la sérovaccination, je pense qu'il est important, effectivement, de prévenir la maternité et la sage-femme sur la sérovaccination, notamment les immunoglobulines spécifiques pour qu'il y en ait dans le frigo de la maternité, ce qui n'est pas toujours le cas si on est dans une région où il y a beaucoup de migrants et beaucoup de femmes qui sont antigènes HBS positives. Et la deuxième chose, c'est il faut vraiment que ça soit fait dans les 12 premières heures de l'accouchement, cette sérovaccination. Oui. La deuxième chose, c'est, je voulais savoir si tu avais un taux d'anticorps anti-HBS qui permettait de ne pas faire de traitement préemptif en cas de traitement par immunosuppression importante. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé. Parce que dans les publications, il y a souvent faible ou élevé. C'est souvent quand c'est en dessous de 50. Mais j'ai pas regardé ce point-là dans les études que je vous ai présentées là. C'est compliqué ça. Bertrand, pour la femme enceinte, j'ai pas vu. T'as pas parlé de la myosynthèse. Alors, il y a des risques augmentés pour toutes les procédures per grossesse. La myosynthèse n'a pas de risque réellement augmenté. C'est une simple ponction. Ce qui a un risque qui est augmenté, c'est des biopsies de trophoblastes, par exemple, qui, elles, augmentent le risque viral. Alors, la question, c'est de faire un traitement avant ou pas. C'est pareil, je cherchais ça dans les recommandations des gynécos, là, mais je n'avais pas trouvé de données précises sur est-ce qu'il faut vraiment faire un traitement préemptif si on envisage une biopsie de trophoblaste. Mais la myosynthèse, je crois que ça n'augmente pas tellement de risques. C'est ça, hein, oui. Mais la biopsie trophoblastique, j'ai regardé, c'est pareil. Il y a un risque plus élevé, mais il n'y a pas d'attitude préconisée par rapport à un encadrement par le traitement. Thierry, tu as une question? Oui, je reviens sur la femme enceinte, antigène HBE négatif, donc porteur asymptomatique, infection antigène HBE non déclarée. Est-ce que tu as déjà vu ces femmes avec plus de 4 logs d'antigène HBS? Et si c'était le cas, est-ce que tu as traité? Puisque c'est dans les recos de l'EASL, c'est une situation un peu d'exception quand même. Oui, parce que moi, j'ai pas cette notion, en fait. Ce niveau de charge virale, tu veux dire? Pas de charge virale, d'antigène HBS quantitatif. Ah, quantitatif. 4 logs. Oui, mais d'antigène HBS quantitatif, c'est un peu troublant quand même. C'est un peu troublant parce que... On ne cesse pendant les web staff d'expliquer qu'il faut bien faire la différence entre l'ADN viral et cet antigène HBS. Et là, c'est le seul moment où on prend l'antigène HBS en considération pour éventuellement traiter. Oui, mais c'est vrai que c'est une utilisation qu'on ne voit pas souvent, donc moi, je n'en ai jamais vu. La question, c'est est-ce qu'on fait vraiment souvent l'antigène HBS quantitatif chez ces patientes? Je pense que très souvent, ce n'est pas fait, quoi, en fait. Bon, je crois que s'il n'y a pas de questions, merci encore, Bertrand. Merci.